Tous les traitements de FIV commencent par un cours d'hormothérapie pour stimuler le développement de plusieurs follicules dans l'ovaire. Ceux-ci sont ensuite percés avec une aiguille spécialisée sous guidage échographique pour récupérer les œufs, qui sont ensuite fécondés dans une boîte de pétri in vitro pour créer plusieurs embryons. Sont transférés par le vagin vers l'utérus où l'implantation se produit et la grossesse commence. Cependant, dans la FIV, comme dans la conception naturelle, tous les embryons d'implants ne deviennent pas une grossesse. C'est pourquoi les embryons en surplus sont congelés, de sorte qu'un transfert ultérieur pourrait être tenté si le premier échoue. La congélation fait désormais partie intégrante du programme de FIV de chaque clinique. Ainsi, l'embryon devient accessible, étudiable et pourquoi pas transformable. La FIV s'est enrichie de techniques collatérales, congélation d'embryons, d'ovocytes, de tissus gonadiques, ICSI, intracytoplasmic sperm injection, DPI, diagnostic pré-implantatoire, don d'ovocytes, etc. L'ICSI a révolutionné le traitement des stérilités masculines. La naissance de Louise a ouvert un nouveau chapitre de la médecine relatif au traitement de la stérilité. Le 24 février 1982, Amandine fut le premier bébé éprouvé de nationalité française. Elle a ouvert un nouveau chapitre de la médecine relatif au traitement de la stérilité en France. Amandine a à son tour mis au monde de manière naturelle le mercredi 12 juin 2013 une petite fille prénommée Ava à l'hôpital Foch, un établissement de santé privé français d'intérêt collectif situé à Suresnes, Hauts-de-Seine. Elle remarque que les circonstances exceptionnelles de sa propre naissance n'ont pas influencé sa vie et ajoute que les personnes nées par fécondation in vitro FIV n'ont pas plus de problèmes d'infertilité que les autres. Source. Amandine, premier bébé, éprouvette français à 35 ans ce vendredi, archive sur ouestfrance.fr, 24 février 2017. ouestfrance.fr. PMA, l'assistance médicale à la procréation AMP, a été l'un des premiers objets de réflexion de la bioéthique pour son potentiel eugéniste. Ainsi, en France, le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé CCNE a été créé en 1983 après la première naissance par FIVET en 1982, après quelques années où l'on parlait de procréation médicalement assistée. PMA, acronyme généralement conservé par les médias et le parler courant, la France a adopté l'appellation officielle d'assistance médicale à la procréation AMP depuis la loi dite de bioéthique du 29 juillet de 1994. Or, s'il n'y a pas pour le fond aucune différence entre les deux, l'intervention du législateur a donné le ton de l'approche française en mettant l'accent sur la médecine dont elle a fait un englobant. Le cadre de l'AMP est donc présenté comme médical à plusieurs titres, parce que les procédures à respecter sont inscrites dans le Code de la santé publique, parce que l'AMP est prise en charge par l'assurance maladie et parce que son accès se fait sur prescription médicale. Il faut en effet que les demandeurs de l'AMP soient certifiés stériles ou inféconds, ou s'ils ne le sont pas, qu'il y ait suspicion de transmission d'une pathologie grave à leur progéniture. À l'intérieur de ce cadre médicalisant, la fonction de la médecine est présentée comme étant simplement d'assistance. Au sens fort, cela signifie que ce à quoi la médecine prête assistance ne révèle pas de son champ. La médecine intervient ici sous forme décalée par rapport à sa mission habituelle qui consiste à prendre en charge des malades. On peut même dire que l'assistance de la médecine à la procréation est la conséquence d'un échec de la médecine qui n'a pas réussi à guérir ses patients de leur infécondité. Même si l'on peut considérer que stérilité et infécondité ne sont pas des maladies mais des états de fait. En 1988, le docteur Romain Severino Antinori provoque la naissance de triplés chez une quinquagénaire. Il insémine aussi une Sicilienne de 62 ans avec le sperme congelé de son mari décédé. À cette époque, en Italie, il n'y avait pas de cadre de loi pour l'aide à la procréation. Dans les années 80, les biologistes moléculaires se lancent à l'assaut des gènes. Ils localisent, identifient ceux qui sont à l'origine de maladies héréditaires comme les myopathies ou l'hémophilie, leur permettant alors de repérer ces anomalies par des tests génétiques chez l'embryon, ce qui permet de prévoir des maladies à venir, de discerner des embryons atteints qui peuvent être éliminés par une interruption volontaire de grossesse IVG.
et même de l'étrier lors de la fécondation in vitro. Le problème ne se limite pas à la procréation puisque des tests de prédisposition à certaines maladies se multiplient pour annoncer par exemple un cancer du sein ou du côlon, ou le risque de terminer sa vie dans une folie grave, la maladie d'Alzheimer par exemple. La découverte des chromosomes comme support de l'hérédité et de l'ADN comme matériaux de base de l'hérédité apportait à de nombreux savants la conviction qu'était enfin percé à jour le secret de la machinerie de la vie, pour parler comme Joshua Lederberg en 1963, délimitant un pouvoir faire inédit, bouleversant les rapports entre l'homme et son corps et entre l'homme et son environnement. Très tôt, les industriels voient dans la conquête du génome humain les outils thérapeutiques de demain. Utilisation de gènes médicaments, application de manipulation génétique, la mainmise de quelques groupes privés sur nos gènes continue d'inquiéter. L'effort risque d'être lucratif avant de servir au bénéfice des hommes malades ou handicapés. Avant que la FIV ne soit appliquée aux humains, la technique était utilisée sur les animaux. On peut ainsi penser que c'est vers 1880 que les premiers essais de culture in vitro de l'embryon de mammifères conçus in vivo eurent lieu à Vienne grâce à Schenck. Source parismatch.com. Transhumanisme, cryogénie, insémination, les projets fous de Jeffrey Epstein. Ah, je me suis complètement trompé là. Schenck SL, 1880. Das. Source Schenck SL, 1880. Das Sogetirai Künstlich befruchtet außerhalb des Muttertieres mit Ember Inst Kaka Univ Win 1.107-18. Il fut suivi par nombre de chercheurs, variant les milieux, les conditions de culture, les espèces, qui définirent peu à peu les prérequis indispensables au développement embryonnaire in vitro. Source Brinster RL, 1974. Embryo Development J Anim SCI 38.1003-12. Schenck s'essaya également sans succès à la fécondation in vitro dans le milieu extérieur. Dès 1930, Gregory Pincus, médecin et biologiste américain, plus connu pour être co-inventeur de la pilule contraceptive, tente les premières fécondations in vitro chez le lapin. Il se désole de voir qu'aucun des transferts dans la trompe d'ovocytes exposés aux spermatozoïdes n'aboutit à une naissance. En 1934, avec Hensman, source Pincus G. Hensman, EV, 1934. Can mammalian oocytes undergo normal development in vitro? Proc. NATL ACADS SCI USC 20.121-2. Je pense que j'ai oublié une note, enfin une source. Brinster RL 1974 Embryo Development J Anim SCI 38 1003-12. Alors, Schenck s'essaya également sans succès à la fécondation in vitro dans le milieu extérieur dès 1930. Gregory Pincus, médecin et biologiste américain, plus connu pour être le co-inventeur de la pilule contraceptive, dans les premières fécondations in vitro chez le lapin, il se désole de voir qu'aucun des transferts dans la trompe d'ovocytes s'expose aux spermatozoïdes n'aboutit à une naissance. En 1934, avec Hensman, la source, je vous l'ai dite maintenant, dans le laboratoire de physiologie générale de l'université de Harvard, il découvre qu'il faut 12 heures de culture pour que des ovocytes prélevés dans des follicules immatures prennent leur méiose et parviennent en métaphase 2. Aidé d'Hensman et de Saunders, il recommence après l'expérience de transfert intratubaire d'une mixture ovocyte-spermatozoïde et pense avoir réussi la fécondation in vitro. En fait, sans doute des fécondations in vivo dans la trompe, les premiers GIFT, Gamètes Intra-Fallopian Transfer de l'histoire.
Leurs travaux sont contemporains dans la sortie du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1932, qui fait de la FIV la méthode labellisée de conception des êtres humains dans une société technologique et totalitaire, pour le moins inquiétante. Est-ce que cette fiction et sa proximité avec Pincus qui ont amené 10 ans plus tard, en 1944, John Rock, un célèbre gynéco-obstétricien de Harvard, a tenté avec Miriam Menkin, source Menkin MF Rock J 1948 In vitro fertilization and cleavage of human ovarian eggs. AM J Obstet Gynécol 55 440-52. L'aventure de la FIV humaine cette fois. Toujours est-il qu'il récupère plusieurs centaines d'ovocytes en péropératoire et en inséminant 138 in vitro. Le recueil se fait le plus souvent en début de phase folliculaire et sans bien sûr aucun monitorage de l'ovulation. Il pense avoir obtenu les 3 premiers embryons humains conçus in vitro. Difficile cependant de leur attribuer ce crédit en l'absence de preuves évidentes de fécondation, d'autant que se basant sur les travaux de Pincus, il considère que l'ovocyte humain immature n'a besoin que de 12 heures pour atteindre la métaphase 2 et devenir fécondable. Sans doute ces embryons étaient-ils tout simplement des ovocytes fragmentés. Finalement, ils abandonnent ce projet sans être allés jusqu'au transfert in utero. C'est le lapin qui sera la première espèce de mammifère chez laquelle la fécondation in vitro sera réussie, scientifiquement documentée et attribuée selon l'origine géographique des commentateurs, soit au français Charles Thibault, soit à l'américain M.C. Chang. En 1954, Charles Thibault et ses collègues Louis Dosier et Suzanne Winterberger-Thorez publiaient dans les comptes rendus de l'Académie des sciences l'image d'un ovocyte de lapine présentant dans son cytoplasme 2 pronucléi mâles et femelles, ainsi que des restes du flagelle. Cette image prouvait indubitablement que cet ovocyte recueilli dans la trompe après son ovulation et mise en présence de spermatozoïdes capacité in utero avait bien été fécondé in vitro. Source Dosier L. Thibault C. Winterberger C. Qu'est-ce que je raconte Winterberger S. 1954. La fécondation in vitro de l'œuf de la lapine. CR ACAD SCI Paris 238 844-45. Mais c'est la publication de Cheng en 1959 qui confirmait que cette FIV était bien capable d'aboutir à un développement embryonnaire normal et à la naissance de jeunes. Source Chang MC 1959 Fertilization of rabbit ova in vitro. Nature 184 466-67. Deng, après avoir quitté la Chine et sa province natale du Jiangxi pour poursuivre son cursus de biologiste, avait travaillé à Édimbourg puis Cambridge où il avait rencontré le virus de la biologie de la reproduction. Mais c'est à la Worcester Foundation of Experimental Biology dans le Massachusetts qu'il sera finalement recruté par Gregory Pincus pour travailler sur la fécondation in vitro. Ses travaux menés chez le lapin sont parallèles à ceux de l'équipe de Thibault à l'INRA de Dewey Josas. Chang décide de transférer des zygotes à 2 PN issus de la FIV des gamètes d'un couple de lapins noirs dans une femelle receveuse blanche et obtient des lapereaux dont la noirceur prouve l'origine. La FIV avait dès lors un avenir. Chang restera sans doute plus associé dans la mémoire scientifique aux 5 années 1951-1956 passées à travailler avec Pincus sur l'administration par voie orale de la pilule contraceptive combinée que par ses autres activités de recherche. Ruizo Yanagimashi deviendra le maître d'Hawaï, l'un des plus inventifs parmi les biologistes de la reproduction, celui qui obtint, entre autres prouesses, des souriceaux normaux après lyophilisation des spermatozoïdes. Source Development of Nor.
Source Development of Nord. Wakayama T. Yanagimashi. R. 1998. Malmice from oocytes injected with freeze-dried spermatozoa. Nat Biotechnol 16.639-41. Après le hamster, c'est chez la souris que fut réussie la FIV 1968 grâce à David Whittingham. Source Whittingham, DG 1968 Fertilization of Mouse Eggs in vitro. Nature 220.592-3. À très bientôt pour une prochaine vidéo.